Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Nous sommes le mercredi 7 février 2024 en tout cas. Et la date était attendue, donc on y est. Donc on est le 7 février 2024. Madame, Monsieur Biel, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. En tout cas, 7 février, au-delà d'une date, devient une actualité, devient une page de l'histoire du pays. Et ce matin, on va en parler avec le politologue, le docteur Jacques Nézy, qui évidemment était avec nous, avec vous, donc au cours du mois de décembre de 2023. On parlait politique avec lui, mais on faisait aussi certaines analyses sur l'actualité. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire encore avec lui, politologue, lui qui suit l'actualité nationale et internationale, intervenant, grand conférencier international. Il est là avec vous ce matin pour nous aider à comprendre le paradigme politique haïtien d'aujourd'hui. Professeur Jacques Nézy, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bon, Monsieur Desaugustes, merci encore de votre invitation. Bonjour à tous les auditeurs, les internautes de Radio-Télévision Métropole. Je vous pose la question comme un enfant le ferait à ses parents. C'est quoi le 7 février? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui en Haïti, professeur Jacques Nézy? Politiquement, socialement, économiquement, culturellement, etc. Oui, on peut avoir plusieurs lectures. La première lecture du 7 février que j'aurais, on va dire que c'est la fin à un système politique autoritaire marqué par la conservation du pouvoir et aussi par le maintien d'un certain nombre de privilèges attribués à une classe économique et une classe politique précise. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Duvalier, dès l'accession au pouvoir, François Duvalier, et 6 ans avant la fin de son mandat, a tout fait pour essayer de faire en sorte que le jeu politique soit complètement bloqué, que la participation politique soit complètement verrouillée. Donc, il a dissous le Sénat, et puis la liberté d'expression a été comprimée, l'exil de tous ceux qui critiquaient le régime. Donc, le 7 février 1986 met fin donc à cette pratiques autoritaires, ces pratiques d'ensauvagement politique, ces pratiques de torture, ces pratiques d'enfermement d'Haïti, puisque Duvalier a considéré Haïti comme étant un cimetière fermé sur lui-même, où il n'y avait plus de contact avec l'extérieur, où tout contact avec l'extérieur a été, si vous voulez, géré par le régime. Donc ça, c'est un premier pas. On a mis fin donc à ce régime autoritaire. On a mis fin aussi à ce régime prévaricateur, puisque son fils Jean-Claude Duvalier a, si vous voulez, a contribué à la prédation des ressources de l'État, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'activités commerciales publiques qui constituaient une sorte de rente pour le régime. Par exemple, le tabac, le café, le ciment, etc., c'est une économie de rente. Donc, on va dire que le 7 février 1986 a tenté de mettre fin à... On n'a pas mis fin à ce système de rente. Vous allez voir plus tard que ce système est maintenu, puisque quand les Haïtiens parlent aujourd'hui de la fin du système, c'est donc ce système de rente mis en place, pas seulement par les Duvalier, mais depuis après l'indépendance d'Haïti. Mais ce système a été maintenu, renouvelé par les Duvalier. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que c'est la participation politique qui est complètement posée avec ces mécanismes permettant aux Haïtiens de s'exprimer, de participer à la chose publique. C'est-à-dire, on a le droit de dire oui ou non. Et ce système de participation politique s'accompagne de deux nouveaux mécanismes. C'est le mécanisme de la reddition des comptes, dire ce que vous avez fait avec les fonds, les ressources publiques, il faut rendre compte, non seulement à travers la Cour des comptes, mais à travers aussi le lien qu'il y a entre le système représentatif et les élus. C'est-à-dire les élus, pour qu'ils soient réélus, c'est-à-dire doivent présenter au peuple leur bilan, rendre compte. Donc, à la fin, le 7 février, donc, s'accompagne de ce nouveau mécanisme, à côté de la participation politique, mais de la reddition. Et puis aussi, il y a le troisième mécanisme introduit par le 7 février, à travers la Constitution de 1987,
qui renforce la participation politique à tous les niveaux. Il y a la décentralisation, les CASEC, les ASEC, il y a aussi le conseil départemental, c'est-à-dire il y a un exécutif régional. Et puis, par la suite, on va voir aussi qu'il y a une répartition des pouvoirs au sein, entre l'exécutif et le législatif. C'est vrai qu'il y a eu, par la suite, plus de 30 ans, on a vu qu'il y a l'exercice abusif de cette séparation du pouvoir et que le Parlement tend très souvent à confisquer le pouvoir au détriment de l'exécutif, et notamment, par exemple, à travers la désignation du Premier ministre, et que très souvent on observe qu'il y a une marchandisation qui accompagne cette désignation. Il faut que le président de la République distribue de l'argent ici ou là, des prix-bonnes, pour que son Premier ministre soit validé par le Parlement. Maintenant, voilà. Professeur Jacques Nézy, Oui. est-ce que ceci n'est pas une forme d'illusion, une forme d'erreur, en ce sens que l'on voit le 7 février uniquement sur le plan politique? C'est vrai, et la politique, selon certains, pourrait être où n'est que l'arbre qui cache la forêt, quand on sait ce que cela charrie aussi sur le plan économique, l'économie qui tient la politique en otage, d'une part, l'économie qui tient la culture en otage, l'économie qui tient le tourisme en otage. Est-ce que ceci n'est pas une erreur de capitaliser sur le 7 février que sur le plan politique en ce sens? Oui, le 7 février, c'est une date charnière. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de morts, beaucoup d'assassinats, beaucoup de cas d'assassinats, d'homicides qui ont été enregistrés pour qu'on arrive finalement à ce 7 février. Mais le 7 février ne résume pas tout. C'est-à-dire, c'est un processus, c'est un début de l'entrée, on veut dire, d'Haïti dans la civilisation des mœurs démocratiques. C'est-à-dire où il y a un parlement, qu'il y a un équilibre des pouvoirs et qu'il y aurait aussi renouvellement des élections, à travers les élections, renouvellement du parti politique. Alors, mais le 7 février est là où il est une illusion. On a tendance à considérer que, eh bien, et tout devait être magique. Et à partir du 7 février, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de conditions. Le 7 février ne fait pas tout, il y a un ensemble de conditions qui doivent être réunies pour que ce 7 février ne soit pas stérile, soit fécond. C'est-à-dire il faut bien une communauté politique, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui sont certes différents par leurs origines, par leur formation, par leur culture, mais ces hommes et ces femmes doivent se rencontrer quelque part. Se rencontrer quelque part, avoir une vision commune autour de la défense de l'intérêt national. Et c'est ça qui manque. On retrouve un ensemble d'acteurs politiques, ici ou là, éclatés sur un espace, avec des ambitions complètement disparates, égoïstes, mais ces ambitions ne sont pas au cœur de la défense de l'intérêt national. Et c'est ça qui manque, qui explique cette absence de communauté politique et ce déficit de communauté politique. Aujourd'hui, on voit bien comment on paie les effets de ce déficit, parce que si on prend très rapidement le fait que plus de 2 ans, le gouvernement Ariel Henry, le Premier ministre Ariel Henry, se réunit avec des hommes, des femmes, de tous bords, pour essayer de trouver une solution, une issue à la crise politique, alors finalement, il n'a jamais pu obtenir l'assentiment, un compromis avec ses acteurs politiques. C'est dire que cette vision commune, cette vision politique n'est donc pas au cœur, des préoccupations de ces acteurs, politiques. Vous êtes en train de nous parler là de ce manque de culture politique, ce dont parlent les politologues comme vous et le professeur Jacques Nézy. Et vous savez, en Haïti, vous savez, les mots, les dates, les circonstances sont sociologiques aussi. On pourrait avoir une compréhension pareille du 7 février. C'est « Wetepié ou bam metepié », donc c'est du rachemayok. Donc c'est ce que le professeur Pierre-Raymond Dumas appelle, à travers sa série, cette transition qui n'en finit pas. Donc
ce n'est pas une transition suite à une élection, mais c'est une transition politique. Donc, il faut partir, me donner le pouvoir, quelque chose comme ça. Et ceci ne commence pas aujourd'hui. On se le rappelle avec Jovenel Moïse, 7 février 2021. Donc, tentative de coup d'État, discours d'un Premier ministre qui dit que 7 février s'est réveillé comme une journée d'anniversaire. Donc, pourquoi cette compréhension du 7 février sur le plan sociologique et politique ou sociopolitique? C'est une date de combat et de déchirement social. Alors, ça devait pas être, comme vous dites, une date de déchirement, ça devait être de préférence, comme je le disais tout à l'heure, un point de départ de la recherche de la démocratie comme modèle politique. C'est vrai que l'introduction de la démocratie ne date pas de 1986, on voit bien à travers le Parlement même de 1870, on a pu avoir des sénateurs, des députés qui étaient très intéressés et très motivés par la représentation nationale, c'est-à-dire l'idée de faire en sorte qu'il y a des élections et qu'eux, ils sont les représentants du peuple. Donc il y a eu cette préoccupation depuis 1870, on peut l'observer même bien avant. Mais 1986 représente une date importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça permet d'ouvrir un nouvel espace et à la liberté d'expression et également à la participation politique sur tous les plans. Donc, mais ce qu'on en fait, c'est ça qui doit être objet de notre préoccupation sans doute de ce matin, c'est que ce 7 février, eh bien, n'a pas réussi. Pourquoi? Hélas, au moment où Duvalier a quitté le pouvoir en 1986, il y a eu la troisième vague de démocratisation qui a été engagée, ce que les politologues, comme Samuel Huntington, appellent les vagues de démocratisation. Et que cette troisième vague a commencé depuis 1974, c'est-à-dire avec les expériences qu'on a observées par exemple en Espagne, quand la démocratie espagnole, la démocratie grecque, et vers les années 74, a été implantée. Haïti aurait pu s'inspirer de ce modèle, c'est-à-dire que Duvalier aurait pu sans doute participer à la libéralisation politique de son régime, en sorte que les opposants ou les exilés reviennent et participent à un nouveau gouvernement de coalition ou accepteraient d'organiser des élections. Mais Duvalier s'armoutait à ce qu'il appelle le caractère non négociable de la présidence. Donc il y a eu cette transition qui a été ratée parce qu'il n'y a pas eu un pacte entre le régime duvalieriste et les exilés et les opposants politiques. Duvalier a préféré concéder le pouvoir à l'armée. C'est vrai qu'il y a eu les Américains qui l'ont encouragé à le faire, mais l'armée n'était pas prête non plus à accompagner le processus de démocratisation. Parce que bon, c'était des militaires, il ne faut pas l'oublier, qui étaient très astreints à la culture autoritaire du duvalierisme. Il ne faut pas l'oublier, 19 officiers ont été massacrés. Donc il n'y a pas, au sein de l'armée, il n'y a pas de démocratie au sein de l'armée, hein, puisque c'est le commandement vertical qui s'impose. Donc il y a donc une impréparation dans la conception même de cette transition. Il n'y a pas eu une transition pacifique entre ceux qui voulaient le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui étaient en exil, et les duvalieristes. Ce à quoi on a assisté de préférence à une revanche de la part des exilés qui ont introduit dans la Constitution de 1987 Macoute Paladin, l'article 291, donc une sorte de punition pour les tontons Macoute, et en même temps, il n'y a pas eu donc une sorte de réconciliation non plus sur les crimes, il y a eu une impunité. C'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 procès ici ou là qu'on a organisés par esprit de catharsis. Par exemple, mais ceci n'a donné pas de grands résultats. Il y a, professeur Jacques Nézy, il y a des commentateurs, mais aussi et surtout des politologues comme vous, bien vous prendre un exemple en ce sens-là,
qui pense que les politiques, en fait, les politiciens haïtiens, les politiciennes haïtiennes ne sont que des mineurs. La communauté internationale est obligée d'être là chaque jour pour les inviter à s'asseoir, à prendre des décisions, à parler, à faire silence, en tout cas à se comporter ou à apprendre à se comporter. C'est en ce sens que quelque part, il y a de ces analystes aussi qui pensent que cette déclaration, ou la déclaration du chargé d'affaires américain s'inscrit dans ce cadre-là. Nous parlons du diplomate Eric William Strohmayer qui disait hier, et nous citons, que les acteurs sérieux d'Haïti doivent trouver une formule haïtienne. Donc, il citait les secteurs économiques, politiques, de la société civile, etc. Donc, ces acteurs-là doivent trouver une formule haïtienne pour pouvoir conduire le pays vers les élections, pour ainsi mettre un terme à ces formes de transition. Donc, c'est un rappel qui peut-être s'inscrit dans le cadre, dans la droite ligne de ces remarques des observateurs disant que des acteurs politiques d'Haïti sont des mineurs. Il leur faut des adultes pour les inviter à s'asseoir, à discuter, à agir. Pourquoi pas à aller aux élections et peut-être à décider d'une transition aussi, comme c'en est le cas aujourd'hui. On va en parler après la pause. On vous laisse avec cette compréhension globale de la situation sociopolitique d'Haïti, de la conjoncture, et c'est aussi ce dont on parlera de manière actuelle et factuelle après la pause. Docteur Jacques Nézy, politologue, vous qui êtes avec nous aujourd'hui sur le plateau de Télémétropole pour parler politique, mais aussi et surtout pour parler actualité, 7 février 2024. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 février 2024. Madame, Monsieur, on a toujours peur de cette date. En tout cas, des gens pensaient que le jour ne se lèverait pas, qu'il ne ferait pas jour en Haïti ce 7 février. En tout cas, des gens se sont déplacés pour, quelque part, aller s'occuper de leurs activités. Et demain sera 8 février. Et on parle de cette date avec le professeur Jacques Nézy, qui est politologue, docteur en sciences politiques, nous le précisons, et à qui nous avons posé cette question avant la pause et qui certainement va partager certains éléments d'explication, d'exemples, de compréhension avec nous sur la préoccupation. Nous osons le dire comme ça, parce que c'est comme ça que le chargé d'affaires s'est exprimé hier, sur la conjoncture d'Haïti, donc demandant et encourageant les acteurs, notamment sérieux de la politique, de l'économique, de la société civile, donc à s'unir pour conduire le pays vers des élections afin qu'ainsi on puisse mettre un terme aux transitions qui n'en finissent pas, nous osons le dire comme ça. Certains observateurs voient cela comme une forme d'ingérence, d'autres voient cela comme un rappel aux acteurs haïtiens qu'ils ne sont pas de vrais acteurs, qu'ils sont tout simplement des mineurs. Mais c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas que des acteurs sérieux en Haïti, il y en a qui ne sont pas sérieux. La politique, communication politique oblige, nous osons le dire comme ça, communication implicite. Docteur Jacques Nézy, votre compréhension et votre réaction. Oui, ma première lecture serait de dire qu'il y a une relation ambivalente entre la politique et l'étranger, on peut dire en Haïti. C'est-à-dire que quand je parle de l'étranger, c'est-à-dire l'international est un acteur principal de l'espace politique haïtien depuis quelques années. Et les acteurs politiques locaux y ont concouru aussi. C'est-à-dire que chacun peut se déterminer en fonction de l'influence, du privilège qu'il obtient de la part de l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne devient pas acteur politique en Haïti sans rechercher l'écho que son statut peut avoir au niveau international, soit en France, soit aux États-Unis. Chacun tente d'avoir une sorte de ramification, une sorte d'onction à l'étranger. Mais de l'autre côté, cette relation ambivalente, elle est auto-entretenue. C'est-à-dire que d'un côté,
l'étranger aussi aime bien fructifier cette relation parce que ça lui permet d'avoir une influence assez forte en Haïti. Et l'acteur local aussi a besoin de cette influence pour lui permettre de s'intégrer dans le jeu politique haïtien. Parce que l'acteur local, en l'occurrence, cherche toujours des subsides de l'étranger et c'est d'ailleurs un fonds de commerce. Cela lui permet de s'enrichir et d'inscrire son action dans l'accumulation et la quête permanente de ressources matérielles et financières. Mais de l'autre côté, il y a cette déclaration, elle est radicale. Mais cette déclaration radicale, imprudente, mais sincère de la part de ce diplomate. Pourquoi je dis sincère? Parce que depuis quelques années, Haïti n'est plus maîtresse de son destin. On peut dire, même bien avant le départ des Duvalier, puisque c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation assez forte demandant le départ des Duvalier, c'est vrai qu'il y a eu une action forte aussi de la part des exilés, mais on comprend bien, ce sont les États-Unis qui ont participé au départ d'Haïti, qui ont négocié son accueil auprès du gouvernement français en 1986 de Laurent Fabius et sous François Mitterrand. On voit bien aussi, et ce sont les Américains qui ont mis en place le régime transitoire, et de l'autre côté, qui aussi vont tout faire pour faire en sorte que celui qui va être élu n'engage pas une politique qui soit pas favorable à Washington. L'élection de Gérard Gou, par exemple, en 1987, parce que tout le monde pensait que Gérard Gou allait être président, et que cette élection a été étouffée dans le sang par le massacre du 29 novembre 1987 à la rue El Maya. Et puis ensuite, il y a eu un enchaînement de coups d'État jusqu'à l'arrivée, et finalement, jusqu'au retour de Jean-Bertrand Aristide en 1994, avec le débarquement de 15 000 soldats américains. Et depuis, Haïti n'arrive plus à décider elle-même. Donc on peut dire, le projet politique haïtien doit être maintenant la reconquête de cette souveraineté. Cette souveraineté qui est mise en berne, qui est mise en parenthèse, parce que cette déclaration du diplomate américain, elle est en même temps une gifle pour toute ce qu'on peut appeler la classe politique. Il n'y en existe pas, mais entre guillemets, empruntant ce terme pour question de facilité de langage, c'est une déclaration complètement désastreuse, parce que c'est ce diplomate, voilà, qui s'arroge le droit de dire à quel moment on doit avoir une transition en Haïti. Alors, au fond, une transition ne se décrète pas, elle n'est pas quelque chose coulé dans le marbre. Ce sont les contingences, ce sont les circonstances, et aussi les accords, les compromis entre les acteurs politiques qui déterminent une transition politique. Donc, c'est une déclaration, d'ailleurs, qui, finalement, révoque le Premier ministre Ariel Henry, finalement, ou bien ne considère pas le Premier ministre Ariel Henry comme étant une figure respectable, parce qu'un diplomate, et en plus ce n'est même pas l'ambassadeur, c'est un diplomate mineur qui ose finalement affirmer de telles déclarations qui en même temps constituent une sorte de souillure pour toute cette trajectoire qu'a eu ce pays. Il ne faut pas l'oublier, dans notre précédent entretien, on l'avait dit, il y avait deux États dans cette Amérique au 19e siècle. Il y avait les États-Unis d'Amérique et Haïti. Mais les États-Unis d'Amérique ont tout fait pour faire en sorte que l'émancipation politique d'Haïti soit gâchée, et que cette émancipation, les Américains l'ont toujours considérée comme étant une contrariété. Et donc, ils ont tout fait et ils continuent à mettre les bâtons dans les roues pour faire en sorte que la nation haïtienne grande, par son histoire, par son récit, soit une nation mineure. Maintenant, est-ce que quelque part, comme on le dit en créole, si on ne donne pas vendre, dehors pas qu'à acheter, est-ce que les politiciennes du pays ne prêtent pas le flanc à cela? Pourquoi les élections du président Jovenel Moïse étaient très contestées, donc une contestation
qui continuait jusqu'à l'assassinat du chef de l'État. Donc, à 3 raisons, on refait peut-être le petit rappel journalistique historique immédiat, s'il le faut. Et de notre côté, un Premier ministre qui est arrivé dans les circonstances que nous savons au pouvoir et qui est là, et donc cela va faire 3 ans environ, qui n'arrive pas à cause ou, bon gré mal gré, des conjonctures, à délivrer la marchandise, et l'opposition est montée au créneau pour crier à haut et demander le départ du gouvernement, donc de manière générale. Et il n'y a pas eu forme d'unité à l'intérieur du pays pour s'asseoir, s'entendre et prendre une décision pour le bien de la nation. Et on a suivi la déclaration d'un diplomate sur le plateau de Métropole qui dit que son plus grand problème, sa plus grande douleur, c'est que les Haïtiens ne défendent pas les intérêts d'Haïti. Ce sont des intérêts claniques, personnels. Le diplomate canadien l'a dit sur le plateau de Métropole. Est-ce que quelque part, ceci n'est pas une forme de rappel? Les Haïtiens ne prêtent-ils pas le flanc à cela aussi? Oui, il y a des constats implacables, sincères, mais désastreux, en effet. Et en effet, les diplomates étrangers sont toujours frappés par l'absence de cette vision qu'ont les Haïtiens pour Haïti. En tout cas, ceux qui font de la politique. Alors, là où la question elle est intéressante, et aussi elle suscite une interaction entre les étrangers et les acteurs locaux. C'est-à-dire, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, les acteurs locaux recherchent avec beaucoup d'intérêt l'appui des Occidentaux. Les Occidentaux, de l'autre côté, recherchent également les acteurs locaux sur lesquels ils exercent une influence ascendante. Donc les deux sont, l'étranger et les acteurs locaux sont dans une relation d'interdépendance. Et c'est ce que j'ai appelé, il y a un moment, ce qu'on appelle la relation patron-client. Les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre pour la survie de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les étrangers aussi, notamment les diplomates occidentaux, participent aussi à cette situation. Le fait qu'il n'y a pas d'acteurs politiques haïtiens est vertueux. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire patriotes, anticorruptibles et nationaux. Donc, ces 3 critères sont absents depuis quelque temps dans l'activité politique. Or, pour défendre l'intérêt de son pays, il faut être conscient de la finalité aussi de la politique. Pourquoi fait-on la politique? On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Or, on voit bien très souvent les acteurs politiques, on le voit dans le cas de M. Henry, eh bien, ces acteurs politiques, et très souvent, sont indifférents et même ont un regard condescendant, méprisant vis-à-vis de leurs concitoyens. C'est ce que j'appellerais, il y a des indésirables. Ils considèrent qu'une partie des Haïtiens sont des indésirables, c'est-à-dire des gens qui ne devaient pas être insérés dans la société, c'est-à-dire ceux qui sont relégués dans les bidonvilles, les paysans, les analphabètes, ceux qui sont finalement ne sont pas considérés comme étant des Haïtiens à part entière. Or, pour faire de la politique, il faut qu'on revienne à ces notions premières, cette notion dont j'ai parlé tout à l'heure de communauté politique, c'est-à-dire où les indésirables deviennent des semblables. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, et le fait qu'il y a des acteurs politiques et qui n'acceptent pas de faire une communauté de semblables, eh bien, participe à cette interprétation des Occidentaux sur les acteurs politiques, en les considérant comme étant des acteurs non haïtiens, c'est-à-dire qui font la politique pour leurs petits intérêts et non pour la défense de l'intérêt national. Donc, on va finir, professeur Jacques Nézy, on va passer sur 2 petits points avec vous. D'abord, il y a le politologue Joseph Harold-Pierre qui dit qu'une telle déclaration suffirait pour unir toute la classe politique qui constituera un groupe sérieux pour dialoguer avec l'étranger, c'est-à-dire échanger, mais garder une certaine hauteur. Et peut-être vous réagirez là-dessus, parce qu'on va mettre fin à la rubrique d'aujourd'hui. Mais l'autre point que l'on voudrait voir avec vous, aujourd'hui est 7 février. L'opposition demandait le départ du pouvoir en place par tous les moyens.
Demain sera 8 février. Après 8, il sera 9, 10, etc. Donc le mois va continuer, les jours vont se poursuivre. Et quel est, selon vous, ce qui peut arriver au pays au cas où l'opposition continuerait sa mobilisation à travers les rues et que le pouvoir resterait en place et que les déclarations continueraient aussi? Donc, au-delà de cette déclaration du professeur Joseph Harold-Pierre disant que la déclaration de l'international sur la transition et sur des élections devrait suffire pour unir la classe politique qui accepterait de dialoguer, comme on le dit, d'homme à homme, de Jétap contre Mantitap Kaba, son proverbe créole qui dit, et votre regard sur la suite de l'histoire après le 7 février. Et voilà, pour finir. Oui, mais on peut poser deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que M. Henry serait conscient de son inefficacité, parce que on voit bien, son bilan est catastrophique, son bilan est désastreux. Il a été installé, on sait très bien, par le corps groupe, etc., en vue de réaliser des élections. Mais avant de réaliser des élections, il devait mater les gangs. Or, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, on a observé un regain de violence plus important, puisqu'on parle de plus de 300 000 déplacés. C'est-à-dire que sa politique est catastrophique. Et sa politique est déshumanisante, parce que sa politique porte un regard indifférent, méprisant aux souffrances des populations. La politique vise à alléger les souffrances des uns des autres, elle ne vise pas à renforcer les souffrances. Sinon, c'est une politique déshumanisante et qui tienne pas compte des aspirations des uns des autres. Donc, c'est une première chose qui en tire toutes les conséquences. Et deuxième élément, et sa place, ou bien son métier au pouvoir vise à quoi? Parce qu'il ne peut pas organiser des élections en pareille conjoncture, puisque entre les gangs et lui, et on parle d'une relation de connivence entre les deux, puisqu'il a été ministre intérieur depuis sous Martelly. Aujourd'hui encore, il est ministre de l'Intérieur. On sait très bien comment sont gérés les gangs, ou bien quel type de relation incestueuse existe entre les gangs et les différents ministres de l'Intérieur. Et M. Henry en sait quelque chose. Donc, il devait en tirer les conséquences. Et puis, donc, la deuxième hypothèse, c'est que M. le diplomate qui a fait des déclarations assez imprudentes sur l'avenir d'Haïti, mais quelque part, il faudrait qu'il cesse de son côté à tirer les ficelles, c'est-à-dire à instrumentaliser les uns les autres pour empêcher qu'il y ait un accord entre les différents acteurs politiques. Puisque ça fait 2 ans qu'ils se réunissent, mais on sait très bien que la survie d'Ariel Henry est due aux Américains notamment. Or, les Américains, aujourd'hui, ne s'intéressent pas à Haïti, parce que ce qui les intéresse, c'est la guerre russo-ukrainienne, et puis le conflit israélo-arabe, et ensuite les élections nord-américaines. Donc, il reste aux Haïtiens de continuer, si vous voulez, à rechercher ce consensus. Ce consensus, hélas, qui est très difficile à obtenir, mais on peut faire confiance qu'il y aura une sorte de sursaut collectif pour créer une brèche qui permettrait aux différents acteurs politiques de tous bords, qu'ils soient de Martelly, qu'ils soient de Jovenel Moïse, etc., ou de l'autre, de la gauche radicale, qu'ils arrivent à obtenir une solution de compromis, et évidemment, et essayer de convaincre de l'autre côté les acteurs internationaux, le corps groupe, et faciliter cette solution nationale. Mais on sait très bien que quand le diplomate américain parle d'une solution nationale, de l'autre côté, c'est une déclaration très hypocrite, parce que lui, quelque part, il ne facilite pas l'émergence de cette solution nationale. Donc, faisons confiance par optimisme, faisons confiance aux acteurs locaux, ils arrivent à obtenir ce dépassement. Ce dépassement, s'ils n'arrivent pas à obtenir ce dépassement, on voit bien comment ils sont menacés de l'autre côté par l'intrusion de la violence armée dans l'action politique, puisque les troupes de Guy Philippe, du BESAP, on voit bien, sont au bord, aux portes du pouvoir. Va-t-on finalement renouer avec la prise du pouvoir qu'on a connue au XIXe siècle, c'est-à-dire mater ses troupes et assauter le pouvoir?
Merci beaucoup, professeur Jacques Nézy, de votre disponibilité à Métropole. Et on sait que vous étiez là avec nous pour parler du 7 février 2024. Et peut-être parlera-t-on de notre 7 février en 2025, mais ceci avec peut-être d'autres lumières, d'autres espoirs, avec un autre soleil qui se lèvera sur Haïti. Ce que nous disons est un peu poétique, mais la vie est faite de poésie. Donc la poésie, c'est l'amour, c'est l'espoir et c'est l'espérance. Et nous y croyons. Merci infiniment de votre disponibilité à Radio et Télémétropole. Merci, M. Desaugustes, de m'avoir invité. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est 7 février, l'opposition a annoncé une série de mobilisations sur le pays, donc à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes de province, donc contre le pouvoir en place. Et nous, à Métropole, nous décrétons la permanence. Nos reporters sont déjà sur place un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince et nos correspondants s'activent aussi pour vous faire vivre la journée du 7 février, donc qu'il y ait du soleil ou qu'il y ait des nuages, de la bourre ou bien des fleurs. C'est poétique, mais la vie est faite de ça, nous l'avons dit. Et restez sur Métropole, donc la journée continue. Au revoir et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.